Bonjour à tous, bienvenue à Niamey, bienvenue au Niger. Cela fait plus d'un an que Mohamed Bazoum préside aux destinées de ce pays, plusieurs chantiers devant lui, surtout qu'il hérite d'une situation d'insécurité, une insécurité dans le pays, mais également dans tout le Sahel. Cela demande en clair la mobilisation des moyens, la volonté seule ne suffisant pas et une véritable coopération pour faire face à l'insécurité au Sahel. On ne circonscrit pas les interventions à l'intérieur des frontières, il faut une stratégie commune et c'est bien ce que se donne comme mission le président Mohamed Bazoum. Et pour mettre sa politique en œuvre dans le domaine de la coopération, il a choisi son camarade, ancien ministre de l'Intérieur et de la Défense, je veux nommer Assoumi Massoudou, ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Niger. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Pour conduire donc cet entretien, je suis avec mon confrère, mon ami Ahmed Kourouma. Ahmed, bonjour. Bonjour. Alors, monsieur le ministre, pour commencer, vous êtes, vous aussi, comme monsieur le président Bazoum, une année déjà à la tête du Niger. Sur quoi vous avez bâti la coopération de votre pays avec les pays voisins, mais également avec les grandes nations économiquement bien placées? Bien, merci. D'abord, je vous remercie de cette occasion que vous me donnez de m'adresser à une chaîne de télévision africaine de la sous-région, de Guinée, je crois. Votre question est très globale, hein. Cela renvoie à notre doctrine en matière de diplomatie, si ça peut exister pour des pays comme les nôtres, une doctrine. Nous sommes fondamentalement pragmatiques. Nous avons bâti notre approche essentiellement sur nos intérêts, les intérêts de notre pays et nos valeurs. Ces intérêts et ces valeurs doivent s'aligner avec les intérêts et les valeurs des autres. Donc il faut nécessairement que nos intérêts, les intérêts des autres coïncident et s'alignent sur les nôtres. Nos intérêts sont lesquels? D'abord, premièrement, c'est le besoin de sécurité de notre peuple, le besoin de sécurité de notre pays dans un contexte relativement chaotique dans la sous-région depuis les événements en Libye. Donc, depuis 2011, nous sommes dans un tourbillon sécuritaire et nous sommes au cœur du triangle de crise sécuritaire depuis la chute du colonel Kadhafi. Nous avons bien sûr au nord-est la Libye, nous avons au nord-ouest le Mali, à l'ouest le Burkina et au sud le Nigeria, notamment le foyer du sud-est dans la région du lac Tchad. Donc vous voyez que nous sommes au cœur, au croisement de cet arc de crise et il faut avoir une politique claire. Donc la première des choses, c'est la cohésion de nous à l'intérieur du pays. Faire en sorte que par la respiration démocratique, à travers le passage d'un président démocratiquement élu à un autre démocratiquement élu, que ces valeurs-là, que cette cohésion se fonde sur la confiance que confère la légitimité démocratique. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est faire en sorte que nous puissions nous donner les capacités de défendre nous-mêmes notre pays. Donc, notre armée monte en puissance. Nous nous sommes donné ces moyens-là. Pendant 10 ans, nous avons construit cette armée qui s'est renforcée par l'expérience même de la guerre. Parce qu'il y avait déjà la guerre dans le Bornou, dans le lac Tchad. Nous avons eu des expériences précédentes, ce qui fait que notre armée a appris à faire la guerre en la faisant. Nous la dotons aussi de moyens en effectifs. Nous avons multiplié les effectifs pendant 10 ans. Nous sommes en moyenne à près de 20% du budget pendant 10 ans consacré aux forces de défense et de sécurité. Multiplication des effectifs, multiplication des moyens matériels. Mais tout cela compte tenu du caractère de l'étendue de notre pays. 1 267 000 km², c'est un pays extrêmement vaste. Un pays très peu dense, où les populations sont dispersées dans de vastes étendues. Ce qui fait que les effectifs sont toujours insuffisants. Il faut toujours plus, puisque les lignes sont étirées. Vous avez par exemple entre le foyer du lac Tchad et le foyer de la frontière du Mali, du nord Tillabéri, vous avez 2000 km.
Vous voyez combien les lignes sont étirées, ce qui demande des moyens aériens, des moyens de projection de force, etc. Des moyens énormes, mais aussi des effectifs énormes. Donc par conséquent, nous avons ces effectifs qui montent, nous avons les moyens qui montent, mais nous avons besoin aussi de la coopération avec nos voisins. C'est pour cela que... Cet entretien va aller on va venir, sur la coopération. C'est pour dire que vous avez parlé de notre coopération, comment nous voyons ça. Oui. Premièrement, la coopération avec nos voisins. Malheureusement pour nous, notre principal voisin, qui est le foyer principal du terrorisme dans cette zone, qui a essaimé dans les pays voisins, c'est le Mali. A connu ce que vous avez su à un moment donné, où nous sommes dans une situation assez difficile, où la coopération avec le Mali sur le plan militaire, sur nos frontières, est pratiquement impossible compte tenu de l'occupation du nord de ce pays, à notre frontière en tout cas, par ces forces hostiles. Donc nous avons ça. Nous avons aussi besoin, par rapport à ces insuffisances que j'ai caractérisées, nos insuffisances propres liées à notre dimension, liées à la nature de la menace, qui est une menace internationale, nous avons aussi fait appel à nos amis sur le plan international, mais sur la base de nos objectifs. C'est pour ça que je dis que les intérêts de l'étranger doivent s'aligner sur nos intérêts, sur nos objectifs. D'accord. C'est ainsi que nous avons développé depuis quelques années, depuis presque 5 à 10 ans, avec les Américains, qui nous donnent des moyens en renseignement, qui nous donnent des moyens en formation, avec la France, avec des pays européens où nous avons formé plusieurs bataillons de forces spéciales, parce que c'est le type de force adapté à la nature de la menace. Donc, sur nos objectifs, nous avons développé une coopération intelligente, adaptée à nos besoins sur le plan international. Donc voilà un peu par rapport à nos objectifs sécuritaires, et notre diplomatie est active et orientée vers le renforcement de ces alliances-là, alignées sur nos objectifs. Monsieur le ministre, pour reprendre vos mots, vous avez parlé de diplomatie pragmatique. Alors, vous savez que la diplomatie est née à Vienne, donc elle est aussi née pour éviter justement les guerres. Quelle est la part que vous donnez au dialogue, si dialogue il peut y avoir, et au consensus, eu égard aux menaces, parce que vous l'avez dit, précisé, vous êtes dans le triangle d'or, effectivement, de la menace terroriste. Votre sécurité et notre sécurité, du coup, la Guinée, le Nigeria, etc., dépend du pragmatisme dont vous faites preuve. Mais la question est, quelle est la part de dialogue et de consensus que vous donnez à votre diplomatie? D'abord, le dialogue interne. Je crois que le président de la République en a beaucoup parlé. En même temps que nous faisons la guerre, nous menons une action politique. Une action politique qui est faite de dialogue entre les communautés, qui est faite de dialogue aussi avec ceux qui veulent bien rentrer, quitter ces forces-là avec les éléments de terroristes qu'on peut faire revenir. Nous en avons fait beaucoup, aussi bien au lac Tchad. Nous sommes dans ce dialogue ici aussi avec certains au niveau de la zone des 3 frontières. Mais le dialogue aussi au niveau de notre sous-région. Nous sommes dans beaucoup d'alliances. Nous sommes à la base de beaucoup d'alliances, notamment le G5 Sahel. Nous avons voulu construire un ensemble de coopération, mais aussi un ensemble de définition d'une stratégie commune au niveau des pays concernés, des pays du Sahel, et en particulier le cœur, le triangle au niveau de la zone des 3 frontières, le Mali, le Burkina et le Niger, parce que les autres fuseaux, c'est cela qu'on appelle le fuseau centre. Nous avons voulu développer cela. Cela n'a pas été entièrement possible, mais ça, l'idée du G5, l'idée d'avoir cette communauté stratégique entre nos différents pays dans cette zone-là est une idée toujours pertinente, c'est toujours une idée valable sur laquelle nous continuerons toujours à travailler. Nous avons aussi au niveau de la CEDEAO... Qu'est-ce qui n'a pas marché pour le G5 Sahel? Qu'est-ce qui n'a pas marché? D'abord, il n'y a pas eu de continuité territoriale. La situation du Mali était assez grave, où les forces armées maliennes n'étaient pas d'abord là pour faire des forces communes, pour pouvoir à la frontière. C'est d'abord ça, c'est même pas lié au coup d'État. Donc c'est l'absence tout simplement du partenaire malien à notre frontière. Ensuite, est-ce que vous aviez même réussi à bâtir une coopération militaire au sein du G5 Sahel? Parce que la question qui s'était posée dès qu'on a lancé l'idée du G5 Sahel, c'était la question des moyens. Et je crois que les pays qui sont membres se sont lancés dans la recherche, mais ils n'y sont jamais arrivés. Est-ce que ce n'est pas cela véritablement le problème? Nous avons eu le problème principal, je vous ai dit, c'est quand même
au niveau du Mali. Le Mali ne contrôle pas cette zone frontalière avec le Niger. Pour qu'il y ait une coopération entre des armées, il faut qu'il y ait une continuité territoriale. Cette continuité territoriale n'existait pas. C'est d'abord ça le principal problème. Le deuxième problème, bon, c'est aussi les valeurs, parce qu'on ne peut pas bâtir une structure, il faut la baser sur un minimum de valeurs, avec la rupture démocratique. Quelles sont ces valeurs? Les valeurs pour nous, c'est au niveau de la CEDEAO, c'est que nous voulons construire un espace démocratique. C'est un paradigme pour nous. Il faudrait bien que nous partagions un certain nombre de valeurs et une certaine vision pour pouvoir faire les choses ensemble. Notre ambition, notre volonté, c'était d'avoir un Mali avec lequel nous allons participer, contribuer ensemble à rétablir l'unité du Mali et cette intégrité du Mali. Ça, c'est ça le premier objectif. Monsieur le ministre, n'avez-vous pas l'impression, si je puis me permettre, de faire en sorte qu'il y ait l'axe du bien, qui serait l'axe que vous défendez, l'axe démocratique, l'axe effectivement de la continuité de l'État, puisqu'on a rencontré Monsieur le Président de la République il y a quelques jours, qui nous a tenu à peu près le même discours, et puis l'axe du mal, qui serait ceux qui, donc le Mali, la Guinée, le Burkina, qui ont des coups d'État. Est-ce que vous nous donnez un peu l'impression d'une espèce d'antagonisme un peu désuète? Nous ne sommes pas si manichéens que ça. Je l'espère. Non, il n'y a pas d'axe du mal et l'axe du bien, il y a l'axe du progrès. Nous étions ensemble engagés avec le Mali, avec le Burkina, avec tous ces pays-là dans les années 2000, dans un approfondissement de cet espace démocratique, de la construction d'un espace au sein de la CEDEAO démocratique. C'est ça le protocole de la CEDEAO, auquel ont participé nos chefs d'État de l'époque. Il va de soi qu'après les mouvements démocratiques des années 90, qui ont fait le bilan, parce que ce discours ambiant autour des coups d'État, ce n'est pas un discours nouveau, c'est un discours ancien qui a été battu en brèche dans les années 90. Partout, il y a eu des mouvements où on a considéré que les dictatures militaires et les régimes de partis uniques ont contribué à l'arriération de notre continent et de notre sous-région. Donc c'est pour ça que les peuples se sont mis en branle et nous avons considéré à l'époque que la démocratie était un paradigme. C'était ça. C'est un fait historique. Oui, mais monsieur le ministre, n'y a-t-il pas un échec, parce que la démocratie part de la boule, n'y a-t-il pas un échec de la boule, elle parle de l'idée? Non, l'idée démocratique a toujours existé depuis les années 50, elle était concomitante à la naissance de nos États la mise en dans œuvre. Les années 60. Mais si, au début, il y avait la démocratie, ne croyez surtout pas que c'est des idées importées. Nous sommes nés en tant qu'État avec l'idée démocratique. Regardez nos constitutions des années 60. Elles l'inscrivaient, mais il y a eu une autre théorie qui tend à revenir en disant à l'époque qu'il fallait un parti unique pour faire l'unité nationale, pour pouvoir faire le développement. Ensuite, il y a eu des dictatures militaires qui disaient qu'il fallait des régimes forts, autoritaires, uniques, pour pouvoir aller au développement. Ces deux concepts ont échoué parce qu'à la naissance, on a mis fin au processus démocratique de la fin de la colonisation. Et à partir de ce moment-là, qui est dû à la guerre froide, monsieur le ministre. Ce n'est pas dû à la guerre froide, nous avons nos dynamiques internes. Alors, en clair, monsieur le ministre, cela veut dire, si je vous écoute très bien, le projet, il a échoué. Quel projet a échoué? Le projet de coopération avec le projet n'a pas... Non, il n'a pas échoué. Il n'existait pas, il n'est pas né en réalité dès le départ. Le projet du G5 Sahel, il n'est pas né, en fait, il n'est pas né dans les faits du point de vue militaire. Il y a des piliers qui fonctionnent, par exemple les piliers sur le relèvement, sur la captation de l'aide étrangère pour le développement, mais la partie défense et sécurité, celle-là n'a jamais fonctionné. Est-ce que cela veut dire que les coopérations bilatérales, puisque vous parliez des valeurs tout à l'heure, monsieur le ministre, là, par contre, elles ne sont pas possibles? Je n'ai pas dit qu'elles ne sont pas possibles. Non, mais c'est avant les militaires au pouvoir qu'il n'y avait pas l'armée malienne dans notre... Les militaires au pouvoir n'ont fait que consacrer et continuer le désengagement du Mali sur le plan sécuritaire dans cet espace-là, c'est tout. Mais sinon, c'était déjà ça et c'était un problème, c'était un projet pour nous de renouer sérieusement avec le Mali et de participer à la reconstruction de l'unité du Mali, qui est la condition première, à travers une relecture de l'accord d'Alger pour permettre réellement d'avoir un vrai accord et d'avoir un investissement dans le nord du pays, maintenant aussi dans le centre, puisqu'à l'époque, le centre n'était pas un problème, il l'est devenu. Donc voilà pourquoi cela s'est posé. Donc le coup d'État n'ayant pas réglé le problème, il a plutôt approfondi la question, sinon c'était... Monsieur le ministre, Mais je voudrais quand même répondre par rapport aux coopérations bilatérales sur le plan militaire. Nous avons aujourd'hui
Pourtant, il s'agit d'un régime militaire au Burkina. Nous avons des opérations communes avec l'armée du Burkina. Nous continuons à l'avoir. Parce que cette question sécuritaire, c'est une question pratique. J'ai parlé de pragmatisme. Si nous avions à notre frontière une armée malienne, malgré le coup d'État, nous aurions eu des accords de coopération militaire et des opérations ensemble. Ce que nous faisons aujourd'hui et que nous continuerons à faire avec le Burkina. Monsieur le ministre, vous êtes un membre important de l'Afrique de l'Ouest et vous avez à juste titre dit qu'il y avait une continuité, une démocratie dans votre pays. Absolument. Il y a eu effectivement une passation de pouvoir qui s'est passée dans les règles de l'art de la démocratie. Nous avons rencontré Monsieur le Président de la République récemment qui ne cessait de citer son prédécesseur, ce qui pour nous était une première, je vous l'accorde. Mais c'était pas... Oui, allez-y. Cela étant, vous avez cette chance-là, donc d'avoir eu une passation de pouvoir qui s'est faite dans les règles de l'art de la démocratie. Pourquoi n'avoir pas lutté, puisque ça fait partie aussi de vos intérêts, pour que justement, pour éviter les coups d'État, que ce soit en Guinée, avec M. Alpha Condé, au Mali, etc. Parce que nous n'avons pas eu cette chance-là, d'avoir un président qui dise « Stop, je ne ferai pas de troisième mandat, je vais passer le pouvoir de manière démocratique ». J'avoue que... Il était dans votre intérêt aussi de lutter. Mais j'avoue que vous avez absolument raison. Sur la Guinée, par exemple, nous avons condamné et déploré l'attitude du président Alpha Condé, qui... Il y a eu quand même une répression terrible en Guinée pour pouvoir se maintenir au pouvoir, pas pour un troisième mandat. Donc nous l'avons fait, mais nous ne pouvons pas nous substituer au peuple guinéen. Mais nous avons pris notre part. Mais il y a la CEDEAO. Au niveau de la CEDEAO, c'est pour cela qu'aujourd'hui nous sommes engagés, je vais à Accra tout à l'heure, c'est pour discuter de l'élargissement de ce protocole aux questions du troisième mandat. C'est-à-dire pour le moment, le protocole disait la prise de pouvoir par la force était bannie dans notre espace. Maintenant, ce que nous voulons et ce dont nous allons commencer à discuter, nous avons un projet qui nous est soumis, c'est par rapport à l'exercice même du fonctionnement de la démocratie. Donc, compléter cette architecture par l'interdiction des troisièmes mandats et par d'autres dispositions qui permettront de parfaire cette construction démocratique dans cet espace-là. Vous savez, il y a toujours des progrès qui se font par rapport en tenant compte des échecs et des expériences négatives que nous avons connues, notamment, et nous avons tous d'abord à l'esprit celle de la Guinée, et surtout de la répression qui s'en est suivie. Donc voilà, sur ce plan, voilà ma réponse. En ce qui concerne le Mali, oui, pour le Mali, c'était un État démocratique, ce n'était pas un troisième mandat, c'était un État démocratique, c'était un gouvernement démocratique. Mais il y avait une situation de défiance, il y avait un problème de gestion, pas seulement de gestion, il y avait une mauvaise gestion des élections. Suite aux élections législatives, il va de soi qu'il y a eu des irrégularités massives. Et c'est là on questionne aussi le comportement de la CEDEAO, parce que qui envoie quand même des observateurs. C'est pour ça que j'ai dit que nous sommes en train de compléter maintenant, compte tenu des expériences de Guinée, l'expérience du Mali et peut-être d'ailleurs, de compléter cette architecture. Vous voulez arriver à une disposition qui dirait par exemple la CEDEAO peut valider une élection? Non, on n'en arrivera pas là. Par contre, la CEDEAO, de la même manière qu'elle refuse le coup d'État, refuserait les troisièmes mandats si elles sont inscrites dans la Constitution. Justement, pardon, excusez-moi. C'est ça, par exemple, qu'on va dans ce sens-là, ce qui fait que nous n'aurions plus les cas de la Guinée. Évidemment, il y a des normes aussi. Il y a des normes d'élection, il faut dire qu'il y a des normes universelles. Il va de soi que nous allons aussi demander à la CEDEAO, mettre dans nos textes, dans ce protocole, qu'il y ait un minimum de dispositifs qui respectent les normes universelles pour éviter les grossièretés qu'on a vues au Mali aux dernières élections législatives. Donc voilà comment nous progressons dans notre région. Mais ce n'est pas une raison. Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché, parce qu'il y a eu des insuffisances, qu'il faut faire un saut en arrière. Non, et c'est pour ça que nous n'acceptons pas le coup. Ça, c'est un saut en arrière. Quelque part, vous admettez que la CEDEAO a des faiblesses. Mais bien sûr, c'est pas absolument. Et vous entendez aussi ces discours de quelques-uns. C'est vrai que vous n'acceptez pas le mot peuple, mais de quelques-uns quand même qui disent que les chefs de la CEDEAO restent quand même jusqu'aujourd'hui, en attendant bien sûr que vous apportiez ces réformes-là, une institution de chefs d'État qui se soutiennent entre eux. Ce qui va m'amener tout à l'heure au dernier sommet de la CEDEAO. Ils auraient soutenu le chef de l'État malien, le chef de l'État burkinabé, le chef de l'État guinéen. Mais il y avait une volonté. Ils ne se soutiennent pas entre eux. Il y avait une volonté de maintenir Ibeka au pouvoir quand même.
Non, il y avait une volonté de respecter le peuple malien dans ses choix. Ibeka a été élu démocratiquement, il était dans son deuxième mandat. Par contre, à l'époque, la CEDEAO faisait des propositions par rapport aux élections, notamment à l'annulation des élections législatives, etc. Donc il y avait un paquet de propositions permettant de sortir de la crise. Évidemment, entre-temps, il y a eu des crispations, mais avec tout ça, il y avait cette volonté de faire une médiation permettant de sortir démocratiquement de la crise. Il y a eu ce saut, ce grand saut en arrière que nous ne saurions accepter, que rien ne saurait justifier. C'est ça que je veux vous dire. Seule l'expression des peuples à travers des élections régulières qui désigneraient leurs représentants sont considérées valables. On ne peut pas, une partie du peuple ne peut pas venir investir la rue et dire quel est le peuple. C'est ça que nous n'admettons pas. C'est ça qui est antidémocratique. C'est tout. Maintenant, les idées, le fait que des gens critiquent ce qui s'est passé, le comportement de la CEDEAO, c'est ça que nous essayons de prendre en charge pour compléter cette architecture. Ça veut dire que les gens sont entendus, ça veut dire que ça progresse. Le progrès la volonté de progrès ne saurait justifier le saut, le grand saut en arrière que nous n'acceptons pas. Celui-là, il est inacceptable. En tant que ministre des Affaires étrangères, Monsieur le ministre, que répondez-vous à ceux qui pensent que la CEDEAO est effectivement devenue un conglomérat de chefs d'État qui seraient, au conditionnel évidemment, en train de défendre les intérêts des uns des autres? En résumé, on a l'impression, ou plutôt les peuples africains, expression que vous n'aimez pas, mais que je vais reprendre. C'est très prétentieux. Oui, mais parce que nous sommes quand même une mosaïque de peuples, Monsieur le ministre. Oui, mais les peuples s'expriment à travers des élections. Absolument. Les chefs d'État en question sont élus. Absolument, Monsieur le ministre. Mais il se trouve que dans certains pays... représente le peuple nigérien. Je suis d'accord avec vous, Monsieur le ministre, sauf que dans certains pays, contrairement, nous n'avons pas la chance, encore une fois, je reviens là-dessus, d'avoir eu l'exemple qui est le vôtre, c'est-à-dire d'une passation de pouvoir. On n'a pas eu cette chance-là. On a eu des élections dans beaucoup de pays. Par exemple, le président Roch Christian Kaboré a été élu démocratiquement. Et il représentait le peuple burkinabé. Par exemple, il a toujours fallu passer par les coups d'État. Évidemment. Vous en avez connu, ou le Burkina en a connu. Mais c'était une époque. Et le Burkina avait connu ça parce que justement, c'était les crises de maintien, d'éternisation des chefs d'État. Parce que la démocratie aussi, c'est la respiration. C'est le tempo démocratique qu'il faut respecter. C'est pour ça qu'il y a des crises quand des gens s'éternisent par des mécanismes électoraux tronqués. Évidemment, vous avez des gens qui font 10, 20, 30 ans. On ne peut plus parler sérieusement d'élections. Mais ce n'était pas un hasard, monsieur le ministre. Et cela, que des peuples se soulèvent et qu'il y ait des alternances qui permettent d'ouvrir immédiatement la voie à la démocratie, c'était le cas au Burkina. Ce que nous souhaitons pour le Mali et pour le Burkina encore aujourd'hui, dans les brefs délais, pour que le peuple reprenne la parole à travers son élection. Monsieur le ministre, ce n'est pas quand même un hasard si la CEDEAO donne le sentiment d'être le pompier qui vient éteindre les feux plutôt que de les prévoir. C'est une réalité. Mais c'est déjà bien qu'il éteigne le feu, qu'il intervienne pour éteindre le feu. S'il ne le faisait pas, ce serait encore plus irresponsable. Si par exemple la CEDEAO n'avait pas réagi au phénomène des coups d'État actuellement, on l'aurait traité de laxiste. Alors je préfère qu'on nous accuse de rigueur, de venir éteindre les feux, plutôt qu'on nous dise que nous ne servons à rien, nous ne réagissons pas à ça, et là nous serions revenus dans le comportement des années 70. C'est pour cela que c'est une organisation assez singulière. Elle est la plus avancée dans toute la sous-région. Elle est interpellée, elle est intervenue à chaque fois dans le sens du progrès dans notre région, déjà au Libéria, en Sierra Leone, aujourd'hui en ce qui concerne le Mali, etc. Monsieur le ministre, vous présentiez tout à l'heure la situation de votre pays, mais dans un contexte sous-régional assez compliqué. Il y a également la situation de la Libye en 2014, alors que vous étiez ministre de l'Intérieur. Vous appeliez Washington et Paris à intervenir, n'est-ce pas, au sud de la Libye. Vous estimiez que c'était le nouveau foyer, n'est-ce pas, des djihadistes. Question donc, monsieur le ministre, c'est quoi le type de coopération que vous privilégiez aujourd'hui? Est-ce que la coopération avec ces puissances, pour leurs moyens, pour leur capacité d'intervention, ou des coopérations avec, n'est-ce pas, vos voisins immédiats pour construire une dynamique réelle de lutte contre, n'est-ce pas, ces phénomènes dangereux qui sévissent dans la sous-région? J'ai commencé par vous dire que nous sommes pragmatiques. Quelle coopération voulez-vous qu'on ait avec un État où il n'y a pas d'État? En Libye, il n'y a pas d'État, il n'y a pas d'autorité qui est unifiée,
qu'il y ait une autorité militaire dans le sud de la Libye. À notre frontière, il n'y a aucune autorité. Quelle coopération nous pouvons avoir avec des gens qui n'existent pas sous la forme d'un État et d'une autorité d'un État? Quelle coopération voulez-vous sur le plan militaire, par exemple, à notre frontière avec le Mali? Voulez-vous qu'on ait avec une autorité qui n'existe pas, militaire qui n'existe pas à notre frontière? Donc on est obligé d'avoir un comportement pragmatique. Nous avons ces relations-là avec les États-Unis, avec les pays européens, sur la base de la coïncidence de leurs intérêts et de nos intérêts. Notre intérêt, c'est de garantir et d'assurer la sécurité pour notre peuple. Leur intérêt, c'est de combattre le terrorisme sur le plan planétaire. Dans notre zone, il y a coïncidence entre leurs intérêts et nos intérêts. Et par conséquent, nous pensons qu'ils ont joué et qu'ils continuent à jouer un rôle positif dans le containment, dans l'endiguement de ce phénomène-là. Votre discours, que ce soit le discours du président Bazoum, est perçu comme celui qui se fait l'écho du discours de la France en Afrique. Que répondez-vous? Il est perçu par qui? Vous voyez bien sur la toile, je vois bien tous ces Camerounais de la mouvance Wagner, des fake news venant de Russie, toute cette galaxie prétendument panafricaniste qui nous accuse d'être avec ceci, de défendre les intérêts occidentaux. Nous savons mieux que quiconque que nous sommes dans la continuité de notre ligne depuis toujours. Nous avons toujours été des parties prenantes des forces de progrès dans notre continent, des forces qui défendent l'expression des peuples, les intérêts de nos peuples. Les intérêts de nos peuples aujourd'hui dans cette sous-région, c'est d'abord le droit à la sécurité, le droit à la paix, pouvoir se lever chez soi, aller travailler, aller au marché et revenir sans prendre le risque de se faire tuer. C'est ça d'abord cela. Et cela, quelles que soient les conditions, quelles que soient les alliances, nous sommes capables de les faire pour garantir à nos peuples cette sécurité et cette paix. Est-ce que, Monsieur le ministre, en tant que ministre des Affaires étrangères, ne trouvez-vous pas, vous qui êtes une génération post-coloniale, ne trouvez-vous pas... pas, parce que moi je suis né en 57. Ah bah je vous rajeunissais alors, excusez-moi. Ah bah oui, mais vraiment, je vous rajeunissais. Je revendique d'être né pendant à la fin de la colonisation. D'accord, très bien, vous êtes né à la fin de la colonisation. Que répondez-vous à ceux qui disent qu'il est regrettable que l'Afrique soit obligée de passer par une coopération franco-américaine ou soviétique et qu'elle n'ait pas les propres moyens au bout de 60 ans d'indépendance de sa propre sécurité? Après avoir regretté ça, qu'est-ce qu'on fait? Non. Qu'est-ce qu'on fait? On construit. Mais nous sommes en train de construire. J'ai commencé par vous dire que nous sommes en train de construire par la cohésion nationale, donc la cohésion nationale par la démocratie, par le renforcement de nos forces, par le dialogue politique interne, par l'extension des services publics, les conditions... Mais ça, c'est singulier à vous, monsieur le ministre. Au niveau africain, il faut avoir des partenaires pour le faire. C'est pour cela que nous voulons le faire au niveau de l'architecture de la CEDEAO. D'abord, le G5, l'idée du G5, ça vient quand même de nous à l'époque. Absolument. Attention, donc il ne faut pas renverser la topique. Ça vient de nous et c'est pour cela. L'idée de la génération des forces de la CEDEAO au début de l'invasion du Mali, c'était nous. Malheureusement, nous avons dû constater, c'est après le constat d'échec des forces de la CEDEAO qui étaient parties que nous avons dû faire appel à l'intervention militaire française qui a empêché la conquête de Bamako. Donc voilà, c'est des questions pratiques qui s'étaient posées. Il fallait agir dans l'urgence et garantir un minimum pour pouvoir ensuite construire sur cette base. C'était un constat qui résulte de plusieurs années. Ça ne résulte pas de quelques 5 années. C'est le résultat de l'échec des régimes autoritaires et de partis uniques que nous avons eu les 30 premières années. Donc je considère que les 30 à 40 premières années sont des décennies perdues pour l'Afrique. C'est pour ça qu'il faut repartir de manière pragmatique, sans discours ronflant, sans cette chorégraphie totalement vide, pour arriver à construire quelque chose. Monsieur le ministre, si on vous suit bien depuis le début, vous considérez que la sécurité, le bien-être des populations passera obligatoirement par des régimes démocratiques tels que le vôtre? Mais je suis convaincu de cela, sur la base de l'expérience que nous avons connue de 1960 à maintenant.
Alors, monsieur le ministre, nous sommes pratiquement au terme de cet entretien. Nous aurions bien voulu continuer. Mais moi aussi, ça commence à devenir intéressant. Vous voyez, 30 minutes, c'était trop court. C'était trop court, ouais. Oui, mais je vous avais dit. Nous vous avions prévenu, monsieur le ministre. D'accord, mais c'est pas grave. Merci quand même de l'accueil ici à Niamey. Merci de l'accueil, surtout ici au ministère des Affaires étrangères. Merci beaucoup, Ahmed Kourouma. Merci infiniment. Et merci à monsieur le ministre. Merci à Thierno Souleymane Diallo et toute son équipe qui ont assuré la réalisation de ce programme. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous souhaite du plaisir en compagnie des programmes d'Espace TV.